Eh bien, bonsoir. Encore merci au Métronome d'organiser ces rencontres. Cette rencontre se passe dans un cadre multiple. Avant tout dans le cadre de la Women Metronome Academy, qui est un dispositif de mentorat imaginé par la salle Le Métronome et qui lutte à son échelle contre le sexisme en accompagnant des personnes qui subissent le sexisme dans le développement de leur carrière artistique. Et cette rencontre ce soir a lieu dans le cadre de Made in Asia. En fait, je vais le dire à la française. Made in Asia. Donc, ce soir est d'inauguration, donc double inauguration, parce que c'est aussi la première table ronde du nouveau cycle de la Women Metronome Academy. Et donc, je suis Jeanne-Sophie Faure et je représente She Said So ce soir. She Said So, c'est un réseau de professionnels de la musique qui milite pour l'égalité de genre dans ce milieu-là. Et je travaille aussi pour d'autres structures, mais en l'occurrence, She Said So est responsable d'éditorialiser les rencontres de la Women Metronome Academy. Et le but de ces rencontres, c'est de tous les sujets qui sont soulevés au fil du mentorat. Il y a beaucoup de sujets en lien avec l'égalité de genre, mais pas que. Eh bien, on essaye de les aborder avec des personnes qui nous témoignent de leur vécu, de leurs analyses. Et donc, c'est l'objet de la rencontre de ce soir. Donc j'ai avec moi Thérèse, qui est donc mentoresse, dans le cadre de la Women Metronome Academy. Et tu accompagnes une artiste qui s'appelle Mafalda Ai. Thérèse est elle-même artiste, donc. Et tu as une très belle actu en ce moment parce que ton EP Meta Reverse, alors je sais pas, reverse... En franglais. Je peux le dire en franglais. Tu peux le dire à la française. Meta Reverse sort le 28 avril prochain. Et vous pouvez d'ores et déjà regarder le clip No Rules, comme autour de ton cou, sur le collier. Et c'est une très très belle dose d'énergie. Regardez ce clip, ça vous donnera la pêche. Et on a aussi Martin Page. Donc Martin Page, qui est écrivain et coéditeur du Monstrographe, une maison d'édition, qui a notamment fait paraître un ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle « Les artistes ont-ils un corps ?» Recueil de témoignages d'artistes qui parlent de leur corps en répondant à toute une série de questions. J'en ai relevé 3 que j'ai trouvées, qui m'ont particulièrement touchée. Par exemple, ton corps est-il un ami ou un ennemi ? Ou aimerais-tu avoir un autre corps ? Ou encore, est-ce que ton corps affecte ton travail ? Et ce qui est très intéressant, c'est que ces questions reviennent à plusieurs reprises dans l'ouvrage. Et chaque artiste qui est interrogé y répond avec sa propre sensibilité, son propre vécu, et ce qui en fait un recueil particulièrement à la fois touchant et intéressant. Donc, on est là pour parler du corps des artistes. Et quand on a commencé à explorer cette notion, on s'est rendu compte à quel point ce sujet était vaste, interminable. Et plus je me documentais, plus je me disais, oulala, comment est-ce qu'on va pouvoir recentrer cette question-là ? Et on va la recentrer, en tout cas ce soir, en s'interrogeant sur les normes et ce qui invisibilise les artistes. Qui correspondrait de ce fait pas aux normes et plus spécifiquement au sein de l'industrie musicale. Donc Thérèse, pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta relation au sujet ? Oui. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être ici et merci pour la présentation. Merci au Métronome et à Made in Asia pour l'invitation. Succinctement, moi je suis dans le milieu de la musique, succinctement je vais essayer, je suis dans le milieu de la musique depuis 2016-17, ça fait quelques années maintenant, mais c'est pas du tout ce par quoi j'ai commencé dans la vie. Et en fait avant je bossais en bureau, j'ai fait une prépa HEC, une école de commerce, parce que mes parents voulaient, et que je les écoutais, et que la société me poussait plutôt dans ce sens-là aussi. Et puis, j'ai travaillé dans une grande maison de luxe pendant 5 ans en marketing.
Et j'ai fait un burn-out, comme plein de gens. J'ai fait un burn-out et donc à partir de ce moment-là, les épreuves de la vie elles nous font un peu mal, mais à la fois elles nous permettent de nous poser des questions et faire un peu le point. Je me suis dit, en fait, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de la musique. Donc ça m'a permis de me dire, merci la France, j'ai 2 années de chômage, donc je vais peut-être pouvoir essayer de faire quelque chose dans la musique. Même si mes parents sont pas du tout d'accord avec, c'est un autre sujet. Et en fait, je connaissais ni rien ni personne dans le milieu, mais j'ai monté un premier projet qui s'appelait La Vague, qui a duré environ 3 ans, qui m'a appris énormément de choses. Et puis, confinement, alors deuxième épreuve difficile de la vie, mais pas personnelle et plutôt collective. Cette épreuve a aussi remis en question des choses et a fait que je me rendais compte que je disais pas exactement ce que je voulais dire et je ne faisais pas les choses exactement dans la musique comme je voulais le faire. Donc j'ai décidé d'arrêter le projet La Vague et de monter le projet Thérèse qui court encore aujourd'hui. Et du coup, pendant toutes ces années, les choses se sont déroulées avec plus ou moins de facilité. Et je me suis rendu compte petit à petit que, en analysant quelque part toutes les barrières que j'ai dû, auxquelles j'ai dû me confronter, que j'ai dû contourner, etc., je me suis rendu compte petit à petit qu'au-delà de la question financière, de la question de l'argent, tous mes problèmes convergeaient vers une problématique qui était le corps. Et j'avais pas nécessairement du tout fait le lien avant ça. Voilà. Donc, quels étaient ces problèmes ? Grosso modo, je suis donc une femme. J'ai plus de 30 ans. Je suis dite racisée. Et puis, je suis issue d'un milieu populaire. Et je suis queer. Et en plus, je suis malade. Donc, je pense que je coche énormément de cases qui font que pour être visible, il y a plus simple. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, on va dire que, je vous défie aujourd'hui de citer un autre profil comme le mien dans le milieu de la musique. Et du coup, ça a été assez difficile parce qu'il y a eu pas mal de barrières à surmonter. Et à la fois, pour nuancer quand même le propos, très étrangement, cette espèce de profil particulier et la rareté aussi du propos que moi je peux tenir dans mes chansons a fait que j'ai eu la chance de pouvoir être visible, peut-être de façon éphémère, mais à un certain moment donné. Il y a eu un moment par rapport aux chansons que je sortais, par rapport aux thèmes que j'abordais, j'ai pu avoir une sorte d'emphase ponctuelle. J'avais sorti par exemple la chanson chinoise, point d'interrogation, qui parlait des discriminations envers les personnes asiatiques, liaison avec le corps. J'ai sorti une chanson qui s'appelle Skin Hunger, qui parlait de sexualité féminine pendant le confinement, qui a été invisibilisée par YouTube parce que je montrais une sorte de sensualité, mais pas du tout sexuelle, c'était pas sexualisant, mais YouTube ne voulait pas que je montre mes épaules et mon visage tel que j'avais envie de les montrer. On voyait rien, tout était suggéré, mais on voyait rien, c'était plus prude qu'une pub de gel douche, censuré. Donc on a parlé de moi dans les médias parce qu'on avait censuré ce clip qui n'avait pas lieu d'être censuré. Puis j'ai sorti une chanson qui s'appelait Jealous, qui parlait de jalousie, notamment de jalousie dans l'industrie de la musique, et donc le corps est aussi mis en jeu. Et enfin, une des dernières chansons que j'ai sorties avant No Rules, dont elle parlait tout à l'heure, c'est Maladiva. Et Maladiva, je parlais de ma maladie. Et donc de la maladie que j'ai, héréditaire, dont on parlera plus longuement tout à l'heure, mais encore une fois, problématique liée au corps. Donc en fait, le fait que j'ose quelque part en parler a pu quelque part me mettre plus ou moins sur le devant de la scène à un moment donné. Ce que je constate a posteriori quand même, c'est que cette mise en avant, moi personnellement pour l'instant je la trouve assez éphémère, c'est-à-dire que par rapport au système dominant. C'est-à-dire qu'on me fait parler, on me donne la parole parce que soit c'est à la mode, donc on parle de cet effet de tokenisme, soit parce que en fait c'est un peu sensationnel. Une chanteuse qui a l'air d'être enceinte mais qui ne l'est pas et qui finalement parle de sa maladie, c'est sensationnel, donc ça peut faire parler, ça peut faire vendre, etc. Donc on me tend le micro quelque part. Et puis une fois que c'est passé et que ça a fait quelques vues, on me le retire presque.
Et je me dis que, heureusement, que justement, les minorités aujourd'hui, toutes confondues, s'emparent de cette représentativité pour nourrir en fait un pouvoir dans l'espace public. Et grâce à des tables rondes comme aujourd'hui ou des actions comme ces livres, etc., toutes les personnes minorisées se sentent de plus en plus légitimes pour venir bousculer, chahuter un petit peu le système dominant qui est en place. Donc voilà, c'était un peu long, mais c'est un petit peu tout ça, le rapport que j'ai avec cette question du corps par rapport à l'industrie de la musique. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire qu'il y a une pluralité de récits qui sont en train d'émerger et auxquels on n'a pas du tout été habitués. Et que tout ça, en fait, ne fait qu'enrichir nos pensées, notre vision du monde. Et de ce fait-là, ça rejoint donc ma question à toi, Martin. D'où est venue l'idée du recueil de ce livre, hein, Les artistes ont-ils un corps? Comment est-ce que est né le projet? Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, merci pour l'invitation déjà. Et le projet remonte à un peu plus loin, c'est-à-dire que ce que tu disais à la fin, Thérèse, pardon, je vais certainement un peu paraphraser, mais c'est l'idée, toujours une idée ancienne, de bousculer un peu le monde, la société et la norme. Et je pense que c'est vraiment à l'origine de beaucoup de choses. Alors pourquoi est-ce que j'avais ce désir-là? C'est peut-être qu'on parlera aussi de mon parcours personnel à un moment, peut-être pour essayer d'y voir un peu plus clair. Mais en tout cas, au départ, avec ma compagne Colline Pierret, on a créé une maison d'édition pour porter à la lecture du public des livres qui nous semblaient manquer sur des sujets qui nous semblaient importants. Colline est musicienne, elle est autrice, moi je suis auteur. Et il me semblait qu'en ce qui concerne la vie réelle des artistes, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. On a souvent des interviews des journalistes et force est de constater qu'elles ne sont pas toujours passionnantes. C'est-à-dire que les sujets qui comptent vraiment, les questions qui peuvent nous blesser, tous les sujets qui peuvent nous poser des problèmes ne sont pas forcément abordés. Donc on a décidé de créer des collectifs d'artistes pour foutre le bordel, en fait. Je pense un peu de manière pour foutre le bordel et pour aussi voir que ces sujets-là n'étaient pas ignorés. Et c'est un peu les échos qu'on a de la part d'artistes qui sont heureux de trouver dans nos livres collectifs d'autres artistes qui se posent la même question, qui peuvent parfois aussi ébaucher des réponses. En tout cas, voilà, ça fait exister ces questions et des possibles réponses. Donc, je parlais de collectif d'artistes. On a commencé avant ce livre-là par un livre qui s'appelle « Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger ?» Donc, c'était questionner la question de l'argent, qui est aussi un sujet super tabou, évidemment, dans le monde artistique, parce que ça brasse beaucoup de choses. Hein. Évidemment, c'est aussi en lien avec le corps, avec les classes sociales, avec le fait d'être racisé, handi, et tout ça, ça brasse beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, on a fait « Les artistes habitent-ils quelque part ?» avec à chaque fois des nouveaux artistes. Alors, on essaie d'avoir des artistes un peu de divers champs artistiques. Il y a des peintres, il y a des musiciens, il y a beaucoup d'écrivains parce qu'on est écrivain, il y a des poètes, il y a voilà, vraiment des gens très, très... Il y a même des créateurs gastronomiques et tout ça. On essaye vraiment de casser les frontières même entre les arts. Et la question du logement, du choix aussi. Là, par exemple, dans le volume sur les artistes habitent-ils quelque part, il y a un auteur handi, trans, qui s'appelle Zig Blanquer et qui parle justement, voilà, en tant qu'il est tétraplégique. Cette question du logement, quoi, est-ce qu'elle est spécifique aussi à ce qu'il est et donc là aussi ça recoupe aussi la question du corps. On a fait aussi les artistes ont-ils, on est passé au IEL à un moment, les artistes peuvent-ils tout dire sur la question, voilà, qu'est-ce qu'on se sent autorisé à dire et qu'est-ce qu'on est autorisé à dire par la société et comment ce qu'on dit peut être reçu ou mal reçu. Et donc le dernier volume, parce qu'on a fermé la maison d'édition là en décembre pour cause justement de burn-out, dépression et le dernier volume, donc c'est Les artistes ont-ils un corps, sur la question du corps, avec oui, des questions, il y a je sais pas, une dizaine de questions à chaque fois, et des artistes très différents qui sont... Nous, vraiment, l'idée, c'est d'ouvrir ces questions-là, et il n'y a évidemment rien de définitif, c'est pour que les gens s'en saisissent et apportent même des réponses et continuent un peu ce travail qui, à mon sens, n'existait pas dans
dans les médias, qui n'existaient pas même, je sais pas, dans les recherches universitaires et tout ça. C'est un travail d'artiste pour les artistes, qui s'adressent aux artistes et à toutes les personnes qui s'intéressent à la création. Et c'est aussi quelque chose, une ressource qui est disponible pour les gens qui ont à cœur de soutenir les artistes. Et c'est très très important. C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui aime l'art, mais je suis pas sûr qu'il y ait tant de gens que ça et d'institutions que ça qui aiment les artistes dans ce qu'ils ont de réel et de pas fantasmé d'une certaine manière. Et c'est ça qu'on interroge et c'est ça qu'on veut remuer et c'est ce bordel qu'on veut mettre. Voilà. Pardon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bah, je suis doué pour les digressions. Et du coup, ça rejoint une autre question que je me pose. C'est est-ce que, alors que le corps, c'est ce qui nous permet de nous matérialiser dans le monde, c'est-à-dire qu'on peut, on est là, on existe, et donc on ne peut pas passer à côté de nos corps, et en même temps, c'est un sujet qui est pas ou peu ou mal pensé. Comment est-ce que vous expliqueriez ça, en fait? Comment est-ce que ça se fait que ce sujet, celui du corps, justement, et ce que tu viens de dire, Martin, hein, sur le fait que finalement les artistes ont une existence fantasmée et qui est assez loin en fait d'une réalité matérielle. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça? Moi, j'ai l'impression que notre corps, en fait, représente ce contre quoi on lutte inlassablement depuis la nuit des temps et de plus en plus, c'est-à-dire la question du rapport à la mort. Et le corps marque le temps qui passe. Et du coup, j'ai l'impression que dans nos sociétés occidentales, on est en permanence en train de fuir la mort. Alors de deux façons différentes. Soit on la nie complètement et donc on fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on se croit immortel et je sais pas. Alors je n'ai rien contre ces disciplines-là, mais on affronte la mort en allant faire du saut en parachute, un gros coup d'adrénaline, ou on mange n'importe quoi en pensant que notre corps en fait c'est une machine infaillible, donc on peut s'avaler du coca à longueur de journée et du McDo. On sait très bien que c'est pas bien, tout le monde le sait aujourd'hui, mais on le fait quand même parce que la mort n'existe pas et qu'on peut aller au-delà. Ou alors, au contraire, elle est omniprésente, mais pas de la bonne façon, à mon sens. Je ne suis pas très morale comme personne, mais c'est-à-dire qu'on considère qu'on est suffisamment fort pour aller au-delà de la mort. Et donc, on va utiliser, soit on va devenir féru de yoga et toute la journée et manger que des graines, c'est mon cas, hein, je ne suis pas en train de critiquer, no offense, mais ou alors, on va être dans un autre extrême inverse d'y penser tout le temps, c'est-à-dire sur l'apparence physique, de faire de la chirurgie esthétique, d'être tout le temps en train d'essayer d'échapper à la mort, en fait. Et le problème de tout ça, c'est que le capitalisme, en plus de ça, de toutes ces peurs qu'on a récupéré ce problème-là et utilise nos peurs pour, en fait, nous dévier de la question existentielle et spirituelle qu'est-ce que la mort et donc qu'est-ce que la vie. Et moi je crois que c'est ça en fait qui fait qu'on en parle mal ou qu'on n'en parle pas, c'est parce qu'en fait on occulte que la mort existe. Et du coup je pense qu'on s'empêche aussi par conséquent de vivre ou de vivre pour les bonnes raisons. Martin? Et qu'est-ce que je pourrais dire sur la question? Moi, j'ai l'impression que la question du corps, si c'est tabou, si on n'en parle pas, c'est parce qu'elle touche à des questions de classe, de race et de genre, et que la société, en fait, est construite justement dans le fait que toutes ces questions-là, il ne faut surtout pas que elle se soulève et tout ça, parce que si on commence à remettre en cause tout le fondement des oppressions, les personnes qui dominent vont voir leur domination ébréchée. Moi, ça me fait penser, désolé, je vais parler de moi, mais il y a quelques années, j'ai publié un livre qui s'appelle « Au-delà de la pénétration ». Et donc évidemment sur le corps, parce que sur, on va dire, le règne absolu de la pénétration dans les rapports hétérosexuels. Et j'ai vu à quel point ça a été compliqué, le scandale que ça a pu faire. En tant qu'éditeur, avec Colline, on a coédité un livre qui s'appelle « Moi les hommes, je les déteste » de Pauline Armange,
On a coédité aussi le livre de Zig Blanquer, Nos existences Andy. Et à chaque fois, c'est des livres qui touchent au corps et qui sont souvent mal pris. On a eu des insultes, des menaces, etc. etc. Justement parce que le corps est politique. Alors, c'est des exemples qui sont très liés au patriarcat. Et pour Zig, c'est lié à une société validiste, quoi, qui opprime les personnes handicapées. Mais on voit très bien que tout ce qui s'écarte de la norme donnée à la naissance, dans le cadre de la pénétration, c'est-à-dire la pénétration obligatoire est scandaleux parce que la remise en cause de cette norme veut dire qu'on est en train de se délivrer et de s'émanciper, en fait. Donc le corps est foncièrement politique, mais de la même manière qu'il est politique pas que pour les artistes. Je pense que si on est touché par Section 1, c'est aussi parce qu'on est des précaires et qu'on aurait intérêt aussi à faire des liens avec des gens qui ne sont pas artistes mais qui sont précaires et dont le corps est abîmé, des ouvriers, tout ça, non imprécis et tout ça qui fait qu'on ne peut pas... Je ne peux pas comparer mon travail à celui d'un ouvrier, tout ça, mais je pense que la question du corps existe dans plein d'autres corps de métier, les corps blessés, abîmés, les esprits aussi. On parlera peut-être de psychologie parce que la psyché est liée évidemment, et tout ça est pas séparé, mais je pense qu'on est aussi en lien avec d'autres métiers dont les corps sont abîmés, épuisés. Voilà. Et donc, pour rebondir sur la question de la psyché, dans les arts et la culture, il y a une tendance que je nomme double et contradictoire. D'un côté, on a l'esprit qui est très mis en avant. Et de l'autre côté, il y a le corps qui est aussi très mis en avant, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que d'un côté, on va partir du principe, et là, ça rejoint la question du mythe du génie créateur, c'est-à-dire que les artistes ne sont que des purs esprits créatifs qui ont des idées, on va mettre tout ça en avant. Et d'un autre côté, il y aura des artistes qui seront incarnés sur scène, idéalisés, mais encore une fois, pas forcément humanisés à ce moment-là, mais plutôt réifiés, c'est-à-dire rendus objet. Et donc, cette question est assez intéressante parce qu'elle révèle finalement cette tension qui existe en fait chez les artistes. Et donc, pour aborder ce sujet, déjà, quand on parle de normes, de quoi on parle? J'ai laissé mon micro allumé. Moi, la norme, je la vois comme une sorte d'idéal imaginaire que les gens qui sont au pouvoir, en fait, construisent de façon consciente ou non. Je ne suis pas toujours sûre que ce soit conscient. Et en fait, ils la construisent parce que ça les arrange d'une certaine façon. Et qui, en fait, quelque part, comment dire, devient une sorte d'étalon de Graal inatteignable. Bon, moi, c'est comme ça que je voyais un peu une norme. Et quelque part, ça a pour conséquence que tout le monde cherche à aller dans ce sens-là. Et c'est une façon aussi d'amener tout le monde dans le même sens pour essayer de faire société. Enfin, c'est une méthode comme une autre. Hein. Les religions l'ont fait, les États le font, etc., etc. Est-ce que c'est conscient ou pas? Ça, vraiment, c'est une question que je me pose. Ce que je constate pour le coup, en revanche, c'est que ça rend les gens malheureux parce que tout le monde essaie de rentrer dans son rond ou son étoile ou son triangle dans un carré. Bon, bah, ça marche pas toujours. Et en fait, surtout, ça prive beaucoup les gens de liberté, au sens de liberté de créer sa propre vie. C'est-à-dire que on offre un chemin balisé vers une gloire hypothétique où on a dit que c'était ce qu'il fallait faire. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais on a décidé que c'était ça qu'il fallait. Et en fait, ça rend tous les gens qui n'ont pas envie de ça
ou qui ne peuvent pas le faire parce que pour des moyens financiers, des moyens de santé, peu importe, bah, ça les rend malheureux et en fait, voilà, et ça génère, à mon sens, beaucoup plus de mal, cette norme, que de bien pour l'humanité en tout cas. Je vois pas trop quoi ajouter par rapport à ça, c'est une super réponse et tout. Non, mais voilà, je pourrais juste compléter en disant que la norme, c'est ce qui nous blesse, c'est ce qui nous humilie, c'est ce qui nous tue, c'est ce qui nous épuise en fait. C'est un projet politique, la norme. Et à ça, il s'agit de proposer des alternatives, de résister, de créer autre chose ailleurs et de s'en défaire. C'est un truc qui oppresse, quoi. Et donc, si le corps n'est pas un objet et qui doit se conformer à une norme, et qu'est-ce que le corps, selon vous ? Moi, je sais que peut-être que vous êtes venu chercher des réponses, mais je l'ai toujours pas en fait. J'ai la sensation que c'est extrêmement complexe. Enfin, pour moi, en tout cas, mon propre rapport à mon corps est complexe, et je trouve qu'on est dans une société assez étrange où on nous a rendus à la fois maîtres et esclaves de nous-mêmes. Donc on nous autonomise énormément, on nous dit qu'on est maître de notre destin, qu'on peut faire ceci, qu'on a une action sur ceci et cela. Alors je pense que c'est partiellement vrai, évidemment, mais partiellement. Et c'est-à-dire qu'en fait, on nous met la culpabilité sur le dos quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Et du coup, on devient l'esclave de cette norme qu'on s'auto-fixe, du fait de la norme de la société. Et en fait, on se mord la queue. Et moi, il y a des moments où je ne sais plus si je suis l'objet si mon corps est un objet ou s'il est un sujet. Il y a des jours où je me sens très empowerée, comme on dit aujourd'hui, c'est à la mode. Je me sens empouvoirée et je me dis, de toute façon, je fais ce que je veux de mon corps, etc., etc. Et il y a des jours où j'en sais rien, en fait. Est-ce que je le fais pour moi vraiment ou est-ce que je le fais pour les autres ? Est-ce qu'il est simplement possible de le faire que pour soi ? Moi, je suis même pas sûre, en fait, on est des animaux sociaux, on vit en société. Donc comment, en fait... on nous vend qu'il est possible de se détacher du regard de l'autre. Moi, je ne suis pas sûre de ça, en fait. Et je ne sais même pas si j'en ai envie. En revanche, j'aimerais pouvoir ne pas en faire mon étalon maître. Enfin, j'aimerais pouvoir équilibrer quelque part cette relation. Je ne sais pas, moi, si je me maquille, par exemple, aujourd'hui, je suis maquillée. Je l'ai fait pour moi parce que ça me fait plaisir, je suis coquette, etc. Mais peut-être que je l'ai fait aussi pour vous. Et peut-être que ça me va aussi, parce que j'en ai conscience. Mais ce que je ne voudrais plus, moi, pour moi, c'est d'être obligée de le faire et de plus pouvoir sortir de chez moi sans le faire parce que j'ai peur que les gens me regardent tel que je suis. Et pour ça, je crois que je me bats un peu tous les jours parce qu'il y a des jours où j'y arrive très facilement et il y a des jours où, franchement, j'y arrive pas, quoi. Le corps, j'ai l'impression que c'est ce par quoi on nous fait du mal et ce par quoi on nous fait du bien et ce par quoi je me fais du mal et ce par quoi je me fais du bien. C'est-à-dire c'est à la fois une cible, c'est à la fois un genre de... C'est comme ça qu'on peut m'atteindre, mais c'est aussi comme ça qu'on peut m'étreindre d'une certaine manière. C'est un peu... c'est à la fois une cible et c'est en même temps, pour moi, quelque chose, en tout cas j'ai de plus en plus conscience de ça, quelque chose qui m'élève aussi et qui n'est pas différent de ma psyché, de ma psychologie, qui est vraiment liée. Et je pense qu'en tant qu'artiste, on a été habitué, il y a toujours cette vision très romantique de l'artiste alcoolique ou de l'écrivain comme Hemingway, super macho, torse nu, qui tue des éléphants et tout ça, des choses qui me paraissent vraiment ridicules, mais qui quand même ont imprégné les imaginaires et toujours aujourd'hui. Moi, par exemple, je ne bois pas d'alcool. J'ai pu voir dans le littéraire comment c'était méprisé et moqué. Donc voilà, il faut se débrouiller avec ça, proposer d'autres alternatives et montrer que nos corps sont différents et expriment des choses qui sont... On n'est pas obligé d'obéir, en fait, à ce que la société veut faire de nos corps. Parce que ce que la société veut, c'est qu'on obéisse à des clichés qui sont blessants, qui font que les artistes, en moyenne, meurent plus jeunes que les autres. Il y a toute cette mythologie comme le Club des 27, tous ces chanteurs, chanteuses qui sont morts à 27 ans et tout ça, qui font les titres des journaux et tout ça, mais c'est un phénomène social qu'il faudrait analyser, en fait. C'est pas du tout romantique. Un écrivain ou un artiste alcoolique, c'est pas du tout romantique.
Et moi, je vois bien, dès qu'on parle de santé, dès qu'on parle de sport, il y a quelques sports nobles pour les artistes, par exemple, c'est la boxe, c'est plutôt noble, le marathon, c'est plutôt noble. Ce serait intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que la musculation ne serait pas noble, par exemple? Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que parler soins, ça ne serait pas noble pour un artiste, ça ne serait pas beau, ça serait pas, on ne verra pas ça comme un moyen de résistance, de lutte et quelque chose d'artistique. Moi, j'ai le sentiment que la nutrition, c'est un art politique. Je suis végane en plus, donc vous voyez un peu le genre de moquerie, de trucs que je peux m'attirer. Mais là, il y a des armes politiques qu'il faudrait revendiquer et retourner contre cette image d'artiste. On va déjà mal à la base. Je pense que si on est artiste, c'est pas par hasard, c'est qu'on a souvent des enfants, des adolescents, des histoires personnelles, familiales, des corps, plein de choses qui font qu'on est là pas par hasard. Mais il s'agirait qu'on nous aide à mettre à disposition de nos pairs et que nous aussi on crée peut-être des armes de résistance à ce que la société veut faire de nous, et la société veut souvent faire de nous des êtres blessés et qui ne peuvent pas trop répliquer, quoi. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on se rend compte que finalement nos corps nous appartiennent, et pour autant notre environnement a son mot à dire sur ça, et qu'en fait c'est un combat à la fois individuel et collectif, et que ça pose aussi la question de la relation entre le corps et nos esprits, et cette bataille en fait entre le corps et l'esprit. Encore une fois, il y a celle dont je parlais tout à l'heure, de cette dualité du génie créateur, de la personne qui a des idées, qui ne vit que pour ses idées, et qui ne fait pas attention à prendre soin d'elle et peut se sacrifier d'une certaine manière, donc ce que vous venez de dire. Mais il y a aussi la question du visible et de l'invisible dans le corps, ce qui peut conduire certaines personnes à présupposer des choses sur la base de stéréotypes, parce que quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à lire sur le corps de quelqu'un, on se repose sur ce qu'on devine. Mais on peut risquer de se tromper à ce moment-là. Je pense notamment au niveau de la maladie. Thérèse, tu le disais tout à l'heure, que tu avais une maladie qui faisait que les personnes pensaient que tu étais enceinte, alors que ce n'était pas le cas. Mais il y a aussi les personnes pour qui l'identité de genre ne se devine pas. Et ça renvoie à ce qu'on appelle le passing, c'est-à-dire la façon dont on est perçu à l'extérieur. C'est aussi une expérience que connaissent les personnes qui subissent le racisme, l'agisme. On n'a pas forcément l'âge qu'on donne l'impression d'avoir. Le validisme. Les troubles de neuropsy aussi, les troubles de neuropsy. Voilà, et donc j'y arrive. Et donc de ce fait-là, j'ai envie de vous poser la question à travers vos expériences. Thérèse, pour commencer, à travers ton expérience récente, comment est-ce que tu analyses cette question de ce qui se passe visiblement et de ce qui se joue du coup intérieurement? En fait, comme je le disais un petit peu en début de table ronde, j'ai été confrontée à pas mal de choses. Déjà, je suis asiatique. Il y a un moment où je voulais me le cacher à moi-même, mais apparemment ça se voit. J'ai pas besoin d'essayer de faire des traits d'eyeliner très épais pour cacher mes yeux bridés ou, et de me décolorer les cheveux en permanence pour qu'on me dise « Ah, mais c'est trop bien, tu ressembles à une métisse » et d'être contente. En fait, aujourd'hui, heureusement, on grandit et je suis très contente d'avoir des origines asiatiques. J'ai pas tellement souffert, je crois, consciemment en tout cas, du racisme dans l'industrie de la musique. En revanche, j'ai quand même souffert de pas du tout avoir de représentativité, parce que ça m'a mis un plafond supplémentaire au plafond de verre qu'ont déjà les femmes. Donc ça, je le nie pas. Par rapport à l'âge aussi, on parle d'agisme, et il y en a beaucoup dans l'industrie de la musique. En général, quand on dépasse les 30 ans, on est périmé. J'en ai 37, donc je suis archi périmée pour l'industrie. Et en fait, le truc, c'est que, entre guillemets, la chance que j'ai, c'est que je ne fais pas mon âge. Donc en fait, si je ne dis rien, les gens pensent que j'ai 25 ans. Ce qui a pu être un avantage, mais comme j'ai une grande gueule et des convictions, je cripe sur tous les toits que j'ai 37 ans. Donc je me tire des balles dans le pied, mais je le fais quand même, parce que je pense que c'est important de le faire. En revanche, il y a un sujet qui a été plus difficile pour moi, effectivement, c'est que
j'ai une maladie héréditaire depuis que je suis née, mais je l'ai appris assez tard, je l'ai appris il y a une dizaine d'années. Et qui s'appelle une polykystose hépatorénale, à mes souhaits. Voilà. Et donc en gros, j'ai des kystes dans les reins et dans le foie. C'est héréditaire. Les kystes sont bénins, sauf qu'ils prennent de la place dans le corps. Ils poussent à une vitesse qui est propre à chaque malade. Et chez moi, comme je suis toujours très pressée, c'est allé très vite. Donc je me suis retrouvée à 35 ans à commencer à avoir un ventre qui prenait quand même pas mal de place. Et 36, 37, et puis j'étais à peu près à ces âges-là où on se demande si elle va avoir un enfant ou pas, puisque ça regarde tout le monde apparemment. Et donc, sur scène, je descendais de scène et je commençais à entendre des rumeurs en fait. Ah, mais peut-être qu'elle est enceinte, tout ça. Il y a des gens qui me demandaient, il y a des gens qui n'osaient pas me demander, il y a des gens qui en parlaient, etc. Et moi, en fait, à cette époque-là, c'était difficile parce que je savais que j'étais malade. Je commençais à me préparer psychologiquement, potentiellement, à accepter une greffe. Donc, c'est quand même déjà pas simple. Et en plus, comme je suis artiste et un personnage public, je me suis dit, mais comment je fais ? Comment j'en parle ? Comment je deal avec tout ça ? Est-ce que je tais les rumeurs ? Est-ce que je les tais pas ? Est-ce que je laisse planer le doute ? Est-ce que je fais comme plein de gens, je cache ? Et en fait, au début, j'ai préféré cacher parce que c'était trop dur pour moi. Je me sentais fragile sur la question. Mais à la fois, le fait de le cacher me culpabilisait envers moi-même parce que, en gros, comme j'en parlais pas autour de moi, personne ne le savait. Et j'en voulais vachement aux gens de pas savoir parce qu'en fait, cette maladie me fatiguait énormément. En fait, j'avais un foie qui pesait 7,5 kilos. Donc, un bébé, ça fait 3 pour info, pour celles et ceux qui savent pas. Et un foie normal, ça fait 1,5 kilos. Donc, en gros, quand je chantais, je dansais, j'étais fatiguée et je pouvais plus tellement monter des escaliers. J'étais crevée à chaque concert. Je pouvais plus m'alimenter normalement parce que j'avais pas de place. Et en fait, ça, personne ne le savait. Donc, évidemment, en tournée, personne ne fait attention à ça. J'avais des médicaments à prendre. Il y avait des choses que je pouvais pas manger. Je buvais pas d'alcool non plus parce que mon corps le supportait plus du tout. Et du coup, je passais pour la meuf qui buvait de l'eau, qui était un peu chiante, qui était tout le temps fatiguée, qui voulait rentrer dormir après les concerts. Mais parce que, en fait, les gens savaient pas. Et donc ça a été assez dur à porter. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé de le dire. J'ai eu la chance d'être accompagnée psychologiquement aussi pour pouvoir parler de tout ça. Et donc j'en ai parlé pour faire taire les rumeurs, etc. Et ça m'a fait énormément de bien. Et surtout, je me suis vidée de tout ce que j'avais pas dit pendant tant d'années. Et je me suis rendu compte aussi que le public était très réceptif et très en soutien. Donc ça m'a fait un bien infini. Mais encore une fois, aujourd'hui, maintenant que j'ai eu ma greffe, donc je me suis faite greffer en novembre dernier, donc j'ai perdu le ventre que j'avais, enfin le foie en tout cas, pour en avoir un nouveau. Donc merci la médecine, merci tout ça. Et en fait, le fait de l'avoir dit au grand public, tout le monde m'a dit à l'époque « Ah, mais t'es super courageuse, etc. etc. » Et aujourd'hui, je sens qu'il y a déjà des répercussions sur ma carrière. Alors que je suis là, en face de vous, qu'aujourd'hui je suis en forme, etc. Mais en fait, comme j'ai touché à mon corps de façon publique en disant, en affichant qu'il n'est plus peut-être aussi performant qu'il ne l'était à l'époque, alors qu'en fait je me sens plus performante aujourd'hui qu'il y a 6 mois, puisque aujourd'hui je me sens pas fatiguée, je monte des escaliers, je vais bien, etc. Mais comme j'ai dit ouvertement qu'il y avait quelque chose, aujourd'hui, ah mais Thérèse elle a fait une pause, ah mais du coup elle est peut-être malade, peut-être qu'on va pas la programmer parce que ceci, parce que cela, et en fait c'est fou de se dire qu'on doit mentir sur la nature humaine pour pouvoir exercer sa profession. Donc voilà, je sais plus quel était le début de la question. Mais du coup, ça me laisse à penser que, encore une fois, il y a quand même un tabou autour du corps. Ah ouais. Et pour autant, ça a été libérateur pour toi d'exprimer en fait ce qui s'était passé et en fait te dire qu'il n'y avait aucune raison d'avoir honte. Et que peut-être le silence c'était aussi un peu ça, c'est tout le temps, et peut-être aussi animé par cette crainte que effectivement les gens n'interprètent pas. Et donc en fait ça voudrait dire que toute personne qui a besoin de communiquer des choses devrait absolument tout dire, et ça renvoie à la notion de pudeur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de tout taire et de ne plus faire du corps un sujet, on se retrouve coincé entre une volonté de pudeur et une volonté de amener les personnes à comprendre en fait ce qui nous arrive. Exactement. Et puis en plus,
effectivement, aujourd'hui, moi, j'ai la sensation, a posteriori, j'ai eu des pensées qui m'ont traversée, qui m'ont dit mais peut-être que tu n'aurais pas dû le dire en fait, peut-être que tu devrais faire comme toutes ces femmes. Il y a énormément de femmes dans l'industrie de la musique qui cachent leur grossesse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, moi j'ai appris ça, ça m'a choqué. Hein. C'est-à-dire que donner la vie est une honte. C'est quand même fou. Je suis pas maman, pourtant ça m'émeut vachement. Et je me dis, mais peut-être que ça aura des conséquences sur ma carrière, mais si ça a des conséquences positives sur les personnes qui sont malades et qui pensent qu'elles ne peuvent pas se créer un chemin dans tout ça, ça vaut le coup. Peut-être qu'à court terme, sur ma petite existence, entre guillemets, c'est pas génial, que ça va avoir des répercussions, mais d'une part, ça fait le tri, je pense, entre les gens qui ont envie d'un certain monde et les gens qui ont envie d'un autre monde. Et je pense aux générations futures, tout simplement, et je me dis, ouais, que ça vaut le coup. Et encore une fois, sur la question de l'invisible, il y a aussi la question de la santé mentale. Martin, tu m'en parlais. Est-ce que tu es OK pour discuter un petit peu de ce sujet ? Oui, je ne sais pas si j'ai vraiment des choses très, très intéressantes à dire, mais ce que la discussion me fait penser à Zig Blanquer, dont je parlais tout à l'heure, donc cet ami militant dit, tétraplégique, queer, et pour qui, donc elle a sorti ce livre qui s'appelle Nos existences en dit. Tous nos livres on a arrêté la maison d'édition, mais ils sont disponibles gratuitement sur le site de Monstrographe, en PDF, en EPUB et en Mobi, donc n'hésitez pas. Et ça a été très compliqué, par exemple, d'organiser des lectures pour la sortie de ce livre, pour des questions financières et techniques, parce que comme il est tétraplégique, il a besoin de quelqu'un qui l'accompagne. La salle doit être accessible aussi. Donc il y a aussi plein d'empêchements. Il y a toujours plein de structures publiques, privées, qui font que les personnes handicapées n'ont pas du tout accès. Je pense aussi à Zoé Besmont, qui est une poétesse qui participe aussi à ce recueil et qui a une maladie qui fait que son ouïe se détériore et elle va finir par perdre son ouïe. Et on a fait une rencontre à Paris, enfin on devait faire une rencontre, elle a été annulée pour des problèmes de livraison de livres, et on a essayé de trouver des traducteurs en LSF et aussi un autre type j'ai oublié le nom, de langue des signes, et c'était super compliqué. Alors c'était pas tant compliqué que c'était très très cher pour nous. Alors il y avait un genre de traduction qu'on pouvait faire, mais la LSF complète, on n'avait pas les moyens, c'était hors de notre budget, on n'avait pas du tout l'argent. Et on a appelé le ministère de la Culture, de l'Éducation, de la Solidarité, on a appelé le Centre national du livre, on a appelé tout ce qui était possible d'appeler et tout ça, et il y a zéro financement. Ou alors il faut s'y prendre, je ne sais pas, 6 mois à l'avance ou 1 an à l'avance et tout. Et c'est toujours un truc qui est peu pensé, en fait, l'accès des personnes handicapées, artistes ou même publics, aux manifestations. Et ça rejoint, oui, puisque je vais dire quelques mots aussi. Alors moi, j'ai une sensibilité particulière à tout ce qui est psy, parce que j'avais un père qui avait des graves problèmes psychiatriques, qui était alcoolique, qui a fini par avoir une maladie qu'on appelle un syndrome de Korsakoff, qui est lié à l'alcool et à la dénutrition. Il a été SDF, j'ai été son tuteur. Enfin, c'est une histoire compliquée. Et donc j'ai vraiment vécu et j'ai mes propres problèmes sur lesquels je vais pas troubles sur lesquels je vais pas m'étendre, mais avec un collectif d'auteurs, une association, un syndicat qui s'appelle la Ligue des auteurs professionnels, on réfléchissait comment agir auprès des structures pour prendre en compte aussi le fait que certaines personnes soit ayant des problèmes psy, soit étant neuroatypiques, ne sont pas forcément à l'aise en fait dans les manifestations où il y a beaucoup de monde, par exemple. Donc fournir des bouchons d'oreilles, prévoir des espaces calmes, ne pas forcément faire des dîners collectifs et tout ça, ça passe aussi par la sensibilisation. On fait comme si on était tous aptes à la vie sociale. Et donc déjà les handicaps physiques sont rarement pris en compte, mais les handicaps ou les spécificités neuropsychiques sont aussi complètement oubliés ou sont romantisés
Moi, je pense, et, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est Amy Winehouse, par exemple. Voilà, c'est plutôt, tu parlais de glamorisation, en fait, des problèmes et tout ça. Il y a un genre d'appétit, je pense, d'une certaine presse, du public. Enfin, il y a un manque de solidarité quand on voit qu'un artiste... À un moment, c'est le père ça m'avait marqué, cette histoire. C'est le père de Amy Winehouse. J'arrive plus à parler, on comprend. Et qui avait demandé par voie de presse et tout ça, il avait demandé aux gens d'arrêter d'aller au concert d'Amy. Et parce qu'elle se détruisait, elle avait besoin de se reposer et tout. Et évidemment, personne ne l'a fait parce qu'il y avait peut-être une jouissance aussi à voir quelqu'un se détruire, se démolir. Il y a un impensé en fait. Il y a un rapport qui n'est pas que d'admiration, ou l'admiration qu'on peut avoir pour les artistes n'est pas forcément toujours bienveillant. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la violence, je pense, dans la manière dont la société ne prend pas soin des artistes et dit en même temps qu'elle les admire. Il y a quelque chose de l'amour-haine. Et toutes ces questions-là méritent d'être pensées, débattues. Enfin, on mérite mieux. Il y a tellement... mais ça concerne autant les artistes que le public, finalement. Parce que les personnes neuroatypiques ou des problèmes psy sont aussi dans le public, et on fait comme si on était tous valides, performants. Et ce genre de discours, ça sert qu'une minorité qui peut jouir complètement de ce monde, mais pas nous, quoi. Il faut défaire tout ça. Et ça me fait penser qu'en fait, tout à l'heure, on parlait des normes du corps, mais en fait, il y a aussi les normes de nos métiers. C'est-à-dire qu'à priori, quand on fait de la musique ou qu'on écrit des livres, on ne devrait pas être une personne à ce point exposée. Si on est juste là pour composer de la musique ou écrire des livres. Et pour autant, en fait, la promo a pris une place énorme, au point qu'il faut avoir une vigilance de ce qu'on renvoie en termes d'image, d'être accessible, de faire des séances de dédicaces, d'être au contact du public, de répondre à des interviews, de faire... alors bon, pour un artiste, enfin une artiste musicienne, être sur scène, ça paraît logique, mais on pourrait être sur scène, puis partir de scène. Mais il y a tout plein de choses en fait qui accompagnent la promotion et qui contraignent en fait encore une fois les corps, parce que c'est à ce moment-là qu'on est à l'interface entre soi et le monde extérieur. Je ne sais pas si vous avez à commenter ça. En fait, c'est étrange parce que quand on est artiste, enfin moi je trouve l'expérience que j'ai, c'est que et je peux pas tellement en vouloir au public parce que c'est aussi quelque chose que je cherche, je pense, cette proximité. Je cherche cette proximité. J'ai la sensation de n'être qu'un canal qui... j'ai mes propres émotions, mais j'ingurgite aussi celles des autres. Et en fait, j'ai simplement une facilité pour les retranscrire. Donc la proximité avec les gens me nourrit aussi. Donc ça, c'est super. En revanche, l'écueil de tout ça, c'est que parfois, j'ai l'impression d'appartenir à tout le monde. C'est-à-dire que les gens m'envoient des messages avec leurs problèmes, et en fait, ils exigent de moi une réponse. Sauf que moi, j'ai des problèmes aussi. Enfin, je veux dire, j'ai ma vie à gérer, c'est pas simple. Déjà, mes proches, tout ça. Et donc, du coup, comme si j'étais la grande sœur de tout le monde. Et alors, moi, je réponds avec plaisir, j'adore, mais il y a des moments où je suis pas disponible, je peux pas le faire. Pareil, après les concerts, j'ai aucun problème à, effectivement, je peux pas faire des dédicaces ou discuter avec les gens, mais il y a un moment, j'ai faim. Parce que je ne mange pas avant les concerts. Et en fait, faut que j'aille manger. Et c'est tout bête, où je n'ai pas nécessairement envie qu'on me touche aussi. Mon corps n'est pas à disposition. Et j'aime bien faire des photos, etc. Mais il y a des gens qui arrivent, qui ne posent pas la question. Parce que des fois, je dis oui. Quand on me pose la question, je peux dire oui ou non. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a des gens qui t'agrippent, qui te touchent les cheveux, qui « Ah, t'es trop belle » et tout, même si c'est pour des compliments. En fait, il y a des moments où... Et en plus, les gens ne savaient pas à l'époque que j'étais fragile à cause de ma maladie. Avant de me faire greffer, il ne fallait pas que je tombe malade. Parce que si j'avais de la fièvre, pas de greffe. Et comme la greffe peut tomber à n'importe quel moment, en gros, on t'appelle, t'y vas. Si t'as le Covid, tu fais ton test Covid, il est positif, t'as pas de greffe. Donc en fait, je faisais plus la bise, etc., etc. Et donc, elle est parano, ou elle est distante, etc. Alors qu'en fait, ils savent pas. Et ça, c'était difficile. Ça a été des moments pas simples, et même encore aujourd'hui, c'est pas toujours évident, je trouve, cette frontière, justement, au corps, et de vouloir faire un avec l'autre, et en même temps de vouloir se protéger, et de devoir aussi se protéger pour un tas de raisons. Ouais. Il y a la promo, mais il y a aussi la question aussi des relations sociales au sein du milieu, en fait.
qui est très compliqué. Alors pour les personnes, je pense à Zig Blanquer et tout ça, je pense donc qui est tétraplégique, je pense à Zoé qui va devenir, qui va perdre toute son ouïe et tout ça. Enfin, évidemment en fait que c'est des personnes qui sont super défavorisées quand on sait. Je vois un milieu littéraire, c'est un milieu où l'essentiel des choses se passe quand même à Paris, qui est un milieu de beaucoup de mondanité, de réseau et tout ça, où quand on est neuroatypique aussi, c'est super compliqué. Donc quand on a des problèmes qui font que les rapports humains, enfin qu'on capte, où les choses sont très très compliquées. Et c'est aussi un problème de classe sociale, qu'on n'a pas les bons codes aussi, qu'on n'a pas fréquenté les mêmes écoles qu'une majorité de gens dans un milieu et tout ça, qu'on n'a pas des... Et donc ouais, c'est la promo et c'est aussi la vie, notre vie et notre survie au sein d'un milieu artistique qui sont pris en charge et qui sont où règnent en fait des gens très normés, très favorisés, très privilégiés, qui sont dans des positions de pouvoir. Et qui sont parfois super cool, et parfois vraiment super cool, mais parfois ils sont juste super cool, mais c'est quand même des gens de pouvoir. Et nous, on navigue là-dedans, et on n'y arrive pas. Et non, mais c'est vrai, on y arrive maladroitement. Et ça ne veut pas dire que tout est perdu, hein, mais je pense qu'on aimerait en parler plus souvent de ça, de ces difficultés. Ouais, voilà. Oui, et donc du coup, par rapport à ces normes professionnelles et à cette question en fait du visible et de l'invisible, en fait, il y a le revers de tout ça, qui est le processus d'invisibilisation. C'est quelque chose qui n'est pas volontaire, c'est-à-dire les gens ne choisissent pas d'être dans le camp des privilégiés et de rendre invisible. La plupart du temps, c'est fait de façon purement inconsciente. Et pour autant, en fait, toutes les personnes opprimées dont on a un petit peu parlé, c'est-à-dire que les personnes qui subissent le sexisme, l'agisme, le validisme, bref, toutes les formes d'oppression, finalement voient leur carrière complètement entravée. Il y a un mot pour ça, un terme, c'est le processus d'évaporation, c'est-à-dire que, en fait, sur la ligne de départ, il y a beaucoup d'artistes qui ont envie de vivre de leur art. Et des artistes qui viennent de plein de milieux, qui ont une expérience très différente, qui ont plein de choses à raconter. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que sur la ligne d'arrivée, finalement, on a un entre-soi, un milieu avec finalement des personnes assez semblables. Et qu'est-ce qui s'est passé entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée? C'est que toutes les personnes qui ont été discriminées en fait dans le champ social, c'est-à-dire à la base, elles n'ont pas été volontairement par les personnes qui sont dans le milieu, mais elles ont subi toute une série de freins, et donc des freins qui peuvent être structurels. Donc ça va être ces oppressions. Je m'étais noté un petit peu des exemples. C'est un monde qui est pensé par et pour en fait des personnes privilégiées. Donc c'est l'exemple qu'on disait de par exemple, si on est neuroatypique ou si on est sourd ou si le milieu en fait ne part pas du principe qu'on a ces problèmes-là. Ensuite, il y a l'échelle interpersonnelle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des ambiances de groupe, des mises à l'écart, des mauvaises interprétations, comme tu racontais. Et puis finalement, il y a aussi tout ça a des effets à l'échelle personnelle, c'est-à-dire des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi. Et donc, tout ça sur la base de stéréotypes, donc ça peut créer de l'anxiété. Et qu'est-ce qui se produit à la fin? Pourquoi ces personnes s'évaporent? Parce qu'en fait, elles ont fini par renoncer. Ou alors de changer de trajectoire, c'est-à-dire, oui, je vais continuer à écrire, mais dans mon temps libre. Et se raconter les histoires qui font que c'est beaucoup plus tolérable de se dire qu'on a choisi de faire ça comme ça. Et donc, ce que je viens de raconter, ça vous parle? Je crois toujours que j'ai éteint mon micro, mais non, il est allumé. Ouais, grandement et encore plus aujourd'hui. Moi, j'ai la sensation que de par mon éducation, mon caractère, etc., j'ai réussi à, quelque part, un peu jouer à saute-mouton et passer un peu des obstacles comme ça et de me dire,
je suis asiatique, il n'y en a pas, c'est pas grave, ma force de caractère fait que tant pis, si je dois être une des seules, je serai une des seules, ou une des premières, je serai une des premières, c'est pas grave, je le fais. Je suis une femme, je le fais quand même. Il y en a d'autres quand même, il n'y en a pas énormément, mais il y en a d'autres, j'y vais. Je suis malade, je vais en parler, j'y vais. J'essaie de tous ces obstacles-là qui sont quand même grands et réels, d'essayer de les affronter. Aujourd'hui, j'arrive à un point où je me rends compte que par mes petits moyens, tout de même, j'ai réussi à faire pas mal de choses et à réussir à me faire entendre. Aujourd'hui, je me retrouve face à un mur qui, à mon sens, est le plus grand, qui est colossal, c'est celui de l'argent, dans ce système. C'est-à-dire que, en gros, on peut énormément travailler sur soi, par plein de moyens, chacun avec ses moyens aussi financiers, j'ai envie de dire, et ses capacités d'introspection, de son entourage, etc. Mais il y a un moment donné où, en gros, moi aujourd'hui, honnêtement, sans être pédante, etc., je pense pas du tout être la meilleure chanteuse du monde, ni artiste, etc., mais je pense que ce que je fais a le mérite d'exister. C'est tout ce que je dis. Mais je me rends compte que, à la même échelle autour de moi, tout simplement, je n'ai pas l'argent de promouvoir autant que les grandes maisons de disques. Et donc, ce qui n'est pas vu n'est pas consommé, ou moins consommé, ou beaucoup moins consommé. Et donc, je me pose la question, je me dis, est-ce que je continue ? Est-ce que je m'arrête ? Est-ce que je fais différemment ? Qu'est-ce que je fais, en fait ? Parce que je pourrais jamais me battre contre Universal. Enfin, désolé de citer le nom, j'ai rien contre eux, mais je me rends compte tout simplement que j'ai pas les moyens. Et c'est tout, et que quand on regarde la réalité des choses, prenez votre Spotify, vous l'allumez, vous regardez le top 100, 90% de ce qu'il y a dans les playlists appartiennent à des majors. C'est un fait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? C'est pas à moi de répondre à cette question, mais c'est un fait. Et du coup, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et qu'est-ce que je fais ? Moi, aujourd'hui, pour le moment, avec tout ce que j'ai vécu et avec tout l'amour quelque part et le soutien que je reçois, j'ai les ressources nécessaires, et même financières encore, parce que j'arrive à manger, j'ai les ressources nécessaires pour pouvoir continuer à ma façon. Moi, ce que ça me donne, c'est l'envie de toujours plus passer par la fenêtre. Je suis ça depuis le début de ma vie. Je suis la meuf qui passe par la fenêtre. Tu me fermes la porte, c'est pas grave, j'arrive. Je suis très souple et je me contorsionne, mais j'y arrive à un moment donné. Mais je sais pas jusqu'à quand, en fait. Et je pense que cet inconnu excite autant que ça peut déprimer, en fait. Et je sais pas jusqu'où j'irai. Pour l'instant, je continue. Et les raisons pour lesquelles, c'est une des raisons pour laquelle je prends aussi la parole, c'est de effectivement faire prendre conscience à d'autres artistes, aux professionnels, mais aussi au public, la réalité d'énormément d'artistes, en fait, en France et dans le monde. C'est que c'est pas qu'on a plus envie ou qu'on a abandonné, c'est qu'à un moment on se retrouve à un truc, c'est l'Everest. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on fait ça en hobby, comme tu disais tout à l'heure ? Voilà, moi j'ai l'avantage que j'ai d'être arrivée tard dans l'industrie de la musique, c'est-à-dire vieille, comme le dit l'industrie, c'est que j'étais suffisamment réfléchie pour me dire que je ne misais pas dessus pour manger. Du coup, aujourd'hui, j'ai la chance d'être intermittente, c'est super. Et merci le système, merci la France, merci mon tourneur, merci moi-même d'avoir travaillé aussi. Mais je me dis que si ça doit s'arrêter demain, je peux continuer à vivre. Et je pense que c'est ce qui me permet d'être libre dans l'art que je propose. Ou dans la création, c'est parce que, encore une fois, la question de l'art, c'est une autre dissertation. Mais... et voilà, et en fait, je sais plus du tout où je voulais en venir, mais en tout cas, ouais, ce que ça me donne, ce que ça me parle, évidemment. Et je me dis qu'aujourd'hui, si j'arrive à continuer, c'est que d'une certaine façon, je suis aussi privilégiée sur certains points. Et ça, j'en prends conscience. Et après, on verra. Pour le futur, je sais pas. Et j'ai en revanche beaucoup travaillé sur ma notion du succès. Ce que ça représente, le succès, ce que ça veut dire pour moi. Et aujourd'hui, je me rends compte que si ça ne doit pas être celui qu'on nous a vendu depuis que je suis petite, c'est pas grave. Parce que aujourd'hui, je considère que si ma musique, une intervention comme celle-ci, ou peu importe, peut faire bouger quelques lignes, déjà moi me faire du bien, mais aussi aller faire écho, trouver des échos chez les uns, les unes et les autres, j'ai déjà gagné énormément. Et ça me va, en fait. Martin, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, c'est
j'ai vraiment rien à dire après ça. C'est très important et merci de l'avoir dit. Et donc, si on devait espérer que la question du corps devienne un sujet qui soit traité de façon un petit peu plus juste, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller ? Je ne sais pas si on peut conseiller, je pense que c'est aux personnes aussi qui ont, dès qu'on a un peu de pouvoir, un peu de privilège, et si vraiment on veut défendre les artistes, si on veut vraiment... Là, j'ai l'impression que c'est une époque, il y a eu MeToo, il y a Greta Thunberg, il y a les luttes pour le climat. J'ai l'impression qu'il y a la lutte pour par rapport à la réforme des retraites et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une conjonction de plein de luttes. Et j'aimerais bien que d'une lutte à l'autre, on arrive à se soutenir. Et que moi, par plein de côtés, je suis privilégié. L'idée, c'était avec Monstre Grave, justement, de porter les voix de personnes qui sont moins privilégiées que moi et que Colline et tout ça. C'est qu'en fait, c'est plus possible. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux, à plein d'endroits différents, à se dire que le monde ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire que ce soit pour des questions de genre, de race, de classe, par rapport à l'écologie et tout ça, et que ça va mal terminer. Donc moi, je voudrais dire qu'à partir du moment, je ne sais pas si c'est un conseil, mais si on a du pouvoir, si on est journaliste, si on est universitaire, si on a une voix qui peut un peu porter, c'est pour ça que je suis super content qu'on soit invité ici, parce que c'est le signe si on est invité ici, c'est qu'il y a des gens qui savent que c'est important et qu'on donne de la voix. Mais je voudrais parler de tous ces sujets-là, parler du corps, parler de toutes ces questions qu'on évoque depuis tout à l'heure, parce que ce monde ne va pas. Et penser que ce monde normé, privilégié, tout ça, il pourrait bénéficier à une majorité de gens, c'est se tromper en fait. On va tous finir par s'écrouler. Et la frange des personnes différentes, soi-disant anormales et tout ça, en fait, elle va s'étendre de plus en plus. Donc il faut vraiment qu'il y ait un élan collectif, que les syndicats, les partis, les associations et tout ça. Moi, j'étais un peu triste, par exemple, de voir que le livre qu'on a fait, le livre de Zig Blanquer, N'existant sans dit. Zig Blanquer, c'est quelqu'un de très important quand même. C'est la personne qui a créé le mot validisme en français. Et ses textes sont magnifiques et tout ça. Et j'étais triste de voir qu'il n'était pas plus soutenu, ce livre-là, qui est extrêmement important, parce que je pense que la question du handicap, pour beaucoup de gens, c'est lointain, mais je voudrais vous dire que non, c'est pas... Et même si c'était lointain, il faudrait s'en occuper, mais c'est pas lointain parce que ça va vous concerner, ça va concerner vos proches, et c'est une question de justice sociale, et qu'il faut être là, en fait, tout le temps. Oui, je suis très d'accord. En parler, je pense que c'est vraiment essentiel. Et puis s'organiser aussi. J'ai l'impression que si on parle et que on fait rien, il va pas se passer grand-chose. Enfin, c'est déjà ça. Mais s'organiser et de comprendre où sont les enjeux de pouvoir, en fait. Et je crois que ce qui est important, c'est aussi de repenser collectif. Je trouve que dans nos sociétés, et je m'inclus dedans, je ne suis pas en train de me dédouaner, au contraire, on pense beaucoup à soi et à sa réussite et à se mettre à l'abri, etc. Et en fait, le truc, c'est que cette société nous a poussés à ça. Voilà. Et en fait, on oublie qu'on appartient à un tout et qu'en fait, on ne va pas y arriver tout seul. On va nulle part tout seul. Moi, j'ai été malade, là, c'est récemment, et j'ai toujours été cette femme indépendante, hyper autonome, je vais y arriver toute seule, je fais tout toute seule, etc. Il y a un moment où j'ai été malade et j'étais alitée et je ne pouvais pas aller aux toilettes. J'en étais là. Et du coup, heureusement que j'avais des gens autour de moi. Et quelque part, c'est un peu la métaphore de la vie. On se dit, en fait, on n'y arrive pas tout seul. On ne peut pas y arriver tout seul. On ne peut pas être une machine infaillible tout le temps. C'est pas possible. Et ouais, repenser collectif, je pense. Accepter de ne pas être d'accord aussi avec l'autre. C'est-à-dire que d'être d'accord, de ne pas être d'accord et de se dire c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur ce micro-point qu'on ne peut pas avancer ensemble. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une époque où on s'étiquette et se micro-étiquette et se nano-étiquette. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, dans n'importe quelle lutte, il y a plein de bords différents, etc., etc. Et on se retrouve dans des cases de plus en plus petites.
Et c'est super étriquant. Enfin, moi, je me sens... La dernière chanson que j'ai sortie, je fais un peu de promo, mais en fait, elle parle de ça. Moi, j'en ai eu marre, au bout d'un moment, d'être une sous-case, d'une sous-case, d'une sous-case, d'une sous-case. Non, en fait, je sais pas ce que je suis un peu tout. Ça dépend des jours. J'en sais rien, en fait. Enfin, et se dire, bah, au final, on est humain juste. Alors, on a des convictions, etc. Mais c'est possible aussi de s'organiser pour se dire... Je veux pas que les gens pensent comme moi. Je veux que chacun puisse penser et vivre collectivement. Être libre collectivement est plus important, à mon sens, qu'être libre individuellement. Enfin, plus important, je sais pas. En tout cas, un équilibre est à trouver. Aujourd'hui, on est trop libre. On pense trop à sa liberté individuelle. Et du coup, en parler, s'organiser, et puis collectivement, quoi. Penser collectif, ouais. Donc pour résumer, en faire un sujet déjà. Oui. Et ensuite, en faire un sujet ensemble. Ok. Et pour terminer, est-ce que vous avez des ressources qui vous ont aidé ? Ça peut être des proches, ça peut être des lectures, ça peut être des films, ça peut être histoire de donner un peu d'inspiration. Alors des ressources, oui, évidemment. Bah, ça va être un peu des banalités. Et moi, ma compagne, par exemple, ça m'a... Alors, c'est bizarre de dire ça m'a aidé, par exemple. Je pense, donc évidemment, ma compagne, mais ce qui m'a aidé, paradoxalement, c'est d'avoir un père qui allait mal. Je pense que ça, très tôt, ça m'a ouvert les yeux aussi sur la différence, sur la souffrance, sur le rejet, sur le validisme. Mais des ressources, je ne peux pas appeler ça une ressource. Mais en tout cas, pour moi, c'est très compliqué de faire je suis quelqu'un plutôt de solitaire et tout ça, mais en tout cas, je sais qu'à chaque fois, c'est des rencontres qui m'ont permis de bouger. Bah, la rencontre avec ma compagne, par exemple, sur les questions féministes. Je pense qu'on a grandi ensemble là-dessus. Le fait de parler, ouais, malgré des petites différences qui parfois prennent une importance gigantesque, mais qui sont peut-être pas si importantes que ça. Et c'est de créer ces structures monstrographes, de créer une maison d'édition et d'aller chercher des sujets qui mettraient un peu le bazar, d'aller chercher des gens, leur dire viens, on va faire un livre ensemble. Je pense que créer des structures, c'est super important, que ce soit des festivals, des maisons d'édition, des collectifs et tout ça, parce que même si on n'est pas du tout sociable, le fait de créer cette structure, c'est comme un point de lumière et ça attire les gens. C'est comme une fenêtre ouverte avec de la lumière et les gens dans cette maison et il se passe des choses. Donc ouais, ça rejoint le collectif dont tu parlais tout à l'heure. Mais les ressources, ouais, c'est du collectif et la création de structures pour moi. Créer des nouvelles maisons d'édition, des nouvelles maisons de disques, tout ça. Et se rendre compte qu'en fait, on est vraiment dans une... Enfin, de tout temps, hein, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau, mais on est dans des enjeux de pouvoir. Et du coup, comment on trouve du pouvoir ? Est-ce qu'il est financier ? Est-ce que c'est de l'influence, etc. Moi, je sais que si je suis artiste aujourd'hui, c'est que je cherche une certaine forme de pouvoir qui ne serait pas politicien, mais qui ne serait pas non plus financier. Bon, évidemment, je cherche à vivre, hein, je cherche à manger, etc. Ouais, d'essayer de s'organiser. Enfin, c'est exactement ce qu'il vient de dire. En fait, je ne vais pas répéter. Et au-delà de ça, il y a quelque chose aussi à la fois de collectif et à la fois de personnel. Pour moi, la vie, c'est un peu un aller-retour entre soi, à l'intérieur, et puis l'autre. Et quelque part, tout le monde n'a pas les moyens d'aller chez le psy. Moi, je sais que c'était quelque chose qui m'a énormément aidée. Mais de pouvoir parler avec des gens, pouvoir parler avec des gens de confiance, pouvoir continuer à se questionner, avoir un miroir ou plusieurs miroirs pour questionner son existence en fait et se rendre compte que on n'est pas seul, mais que deux, on est tous différents. C'est deux choses complémentaires en fait. Et du coup, je pense que se tolérer soi permet de mieux tolérer l'autre et du coup de mieux vivre ensemble aussi. Je pense que c'est quelque chose d'important. Je crois que j'avais pris des notes, donc je triche. Attention, je regarde mes notes.
Oui, bon, partage d'expériences entre amis, etc. Des bouquins, des livres, des podcasts. Moi, je suis passionnée de psychanalyse, de philosophie et de psychologie, donc j'ai pas mal lu, et ça m'a permis aussi de sortir de notre époque et de se rendre compte à quel point il y avait une certaine forme de stabilité quelque part dans notre débilité humaine et dans notre génie humain aussi. Enfin, c'est les deux en fait. Et de se rendre compte que depuis la nuit des temps, en fait, on a les mêmes problèmes et que le bien n'est nulle part et le mal n'est nulle part, où ils sont partout en même temps parce que ça fait partie de nous en fait. Et du coup, la petite anecdote, c'est que je me suis... Je suis pas très haineuse comme personne, j'ai pas été née comme ça, mais ça pouvait m'arriver de détester des gens ou des groupes de gens ou certains hommes politiques, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cette polykystose hépatorénale et puis j'ai reçu une greffe. En France, on ne sait pas en fait qui est notre donneur. Je ne sais pas si c'était un homme qui battait sa femme. Je ne sais pas je sais pas ce qu'il ou elle mangeait. Je ne sais pas quel film il aimait. Je ne sais pas où il votait. Mais il m'a sauvé la vie, ou elle m'a sauvé la vie. Et du coup, c'est des choses en fait, désolée, je suis un peu émue, mais qui nous ramènent à notre condition d'être humain et qui nous disent en fait, mais ouais, c'est fou, il y a quelqu'un qui a perdu la sienne pour me permettre de survivre. Et cette personne, je ne sais pas qui c'était. Et donc, quelque part, ça pousse à plus de tolérance encore, parce qu'on ne sait pas, en fait, ce que l'autre est. Peut-être qu'il votera pas pareil, mais peut-être que c'est un super père. Peut-être qu'elle est comme si elle a une attitude qui nous plaît pas, mais que par ailleurs, c'est une très bonne prof. J'en sais rien. Et en fait, on peut pas, comme ça, ranger dans le tout blanc ou le tout noir les gens et prendre conscience de ça dans sa chair. Je pense que c'est quelque chose qui nous permettrait d'avancer collectivement plus ensemble, quoi. Et on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça qu'en fait, la question du corps et de la maladie, etc., on doit en parler pour ces raisons-là précisément, au-delà de l'impudeur de certaines personnes. Je me range dedans, il n'y a pas de problème, mais c'est pour toutes ces raisons politiques-là, ouais, que c'est important qu'on soit là ensemble ce soir, et merci d'être venu, en fait. Merci Thérèse. Merci Martin. Si vous avez des questions... C'était parfaite conclusion, je me tais. Bonsoir. C'était pas une question, c'était une envie, parce que tu as publié tu parles de la maladie, tu as publié cette story sur le dessin qu'on a pu faire sur ton corps, et j'aurais aimé que tu le racontes. Je suis très présente sur les réseaux sociaux. Et effectivement, à partir du moment où j'ai voulu, que j'ai acté que cette maladie, j'allais en parler publiquement, j'ai voulu aussi un petit peu raconter le processus de guérison. Et mon processus de guérison est beaucoup passé par l'art, en fait. Pour moi, l'art soigne. C'est pour ça que l'art et la culture est si important et importante dans nos vies. Et j'ai demandé, en fait, je sais que la photographie a été quelque chose qui m'a beaucoup soignée et qui m'a aidée à accepter mon corps. Avant, j'étais très complexée de ma poitrine ou de ma non-poitrine. Et en fait, j'ai passé un nombre un peu incalculable d'années à mettre des soutifs rembourrés, donc plein de mousse. Alors, je le disais à tout le monde, je mentais pas sur la marchandise, mais j'étais quand même incapable de sortir sans ces coques en mousse. Et puis, un jour, ce qui s'est passé, c'est que on m'a appelée pour poser, moi, mannequin, pour une marque de sous-vêtements. Et 2 fois la même année. Et ça m'a extrêmement surprise, parce que moi, j'ai grandi avec des pubs Obad, donc voilà, poitrine plutôt généreuse, etc. Et en fait, ça m'a aidé vachement à accepter mon corps. Et du coup, par rapport, une fois que j'ai accepté cette poitrine toute petite, mon ventre a poussé.
parce que le corps s'arrête jamais de nous donner des surprises, hein. Et du coup, j'avais jamais pensé à cette problématique parce que je suis née plutôt mince en fait, et donc je me suis jamais posé la question de ce que c'était que de pouvoir prendre du poids, etc. J'ai un métabolisme qui élimine, j'ai pas fait des régimes dans ma vie et je me suis jamais posé cette question. Et d'un coup, j'ai commencé à être complexée par mon ventre. Et du coup, pour m'aider à accepter ce ventre, j'ai fait deux shootings photos. Un premier où vraiment je pose nue. Bon, on voit pas mes seins sur Instagram parce qu'on n'a pas le droit, mais je pose nue. Et il y a une deuxième photo où je pose avec effectivement un dessin sur le ventre. Et j'ai demandé à un de mes amis en fait d'écrire, parce que lui il est artiste aussi, d'écrire toute une sorte de mantra de guérison. Et en fait, il est venu dessiner sur mon ventre ce mantra de guérison et de faire de ce truc que je trouvais horrible quelque chose de beau. Et ça a été immortalisé par un autre ami photographe, et du coup j'ai voulu poster cette photo en disant que en fait à travers tout ce truc qui a été moche et lourd à porter pour moi, en fait on pouvait y trouver du beau, et ce corps raconte mon histoire, et j'avais envie, en fait, quelque part, j'ai pas de tatouage parce que je suis pas fan des aiguilles, et puis je suis très versatile, donc j'aimerais faire des tatouages et puis les changer le lendemain. Mais du coup, il a dessiné à l'encre de Chine, un peu aussi un lien avec mes origines, un langage imaginaire qui a été en fait ma prière à moi parce que je suis pas croyante en un dieu en particulier, mais ma prière à moi pour essayer d'exorciser justement ce corps qui me hantait en fait, et voilà. Donc voilà l'histoire de cette photo. Merci pour la question. D'autres questions ? Merci pour vos témoignages. Je vais d'abord poser une question à Thérèse. Est-ce que vous pensez que le fait d'être passé dans une grande société de luxe ou dans une société avant d'être artiste, est-ce que c'est un plus ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a servi pour justement pas tomber est-ce que ça vous a servi ? Oui. Je pense que plus je grandis et plus je me dis que en fait, tout nous sert. Enfin, on s'appuie de nos expériences pour essayer de faire mieux ou pas tomber dans certains écueils. Ça m'a servi à comprendre très vite que l'industrie de la musique était une industrie. Et ça, c'est essentiel parce que je pense qu'il y a énormément d'artistes, surtout les plus jeunes, qui arrivent tout feu tout flamme en pensant que leur simple présence et talent suffira quelque part à exister et à pouvoir vivre de son art, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et j'avais donc conscience que j'entrais dans un jeu où le produit, c'était moi. Et que j'allais justement, je parlais d'être maître et esclave de soi-même, c'était que j'allais jouer ce rôle-là, en fait. Et du coup, ça m'a aidé à prendre du recul plus vite, je pense. Ça a été essentiel. Et puis après, de façon très pragmatique, à vendre un produit, tout simplement. Ça, oui, j'étais chez Kenzo Parfum, donc on était au millimètre près sur la taille du logo. Les mots, chaque mot était pesé, était important. Et en fait, ça m'a servi. Aujourd'hui, on dit très souvent que je suis une bonne communicante en tant qu'artiste, mais je l'ai appris, en fait. Donc peut-être que ça fait partie de moi aussi de par ma nature, mais j'ai appris à le formaliser. Et donc oui, le passer par, au-delà même de l'entreprise, par mon école de commerce et par la prépa, m'a aidé en fait énormément. Et j'ai eu ce privilège-là quelque part. Je n'ai pas tout adoré dedans, mais j'ai eu ce privilège-là de faire des études déjà et de pouvoir structurer ma pensée et d'apprendre à vendre des choses, ouais, et à comprendre surtout les codes du capitalisme. Parce qu'en fait, on pense que le milieu artistique, c'est un truc, oh, c'est super, c'est bohème et tout. Non, pas du tout, c'est une industrie, c'est du fric et c'est tout. Hein. Et donc, de comprendre comment ça pouvait marcher, comment on pouvait séduire des partenaires ou pas, comment on pouvait s'éloigner de certains partenaires qui pourraient nous être toxiques. Donc oui, ça m'a aidé. Et d'un autre côté, est-ce que je suis naïve, innocente? Est-ce que je le serai toute ma vie? Je sais pas, mais je suis arrivée dans le monde de la musique aussi en me disant, il y a quelques années, même si j'étais un peu plus vieille, et que je savais que c'était une industrie, j'avais quand même l'impression que les humains qui constituaient cette industrie-là seraient peut-être plus sympas que les gens que j'avais, les collègues que j'avais en entreprise. Et ça a été une grande désillusion. On en parlait tout à l'heure en off, mais
Comment dire, je ne rejette pas la faute sur les individus, mais c'est le système qui est fait comme ça. C'est que c'est un système qui est extrêmement compétitif. Et comme la compétition est basée sur des êtres humains, comment avoir des relations saines et sincères dans cette industrie, c'est difficile. Alors je dis pas que je me suis pas fait d'amis, je m'en suis fait, mais j'ai eu aussi des déceptions et je pense que j'ai été aussi la déception de beaucoup de gens. Je dis pas que voilà, j'accuse pas les autres et c'est pas toujours facile. Enfin, aujourd'hui, je me rends compte qu'il va falloir aussi composer avec ça et je continue à apprendre. Mais merci beaucoup. Je pense sincèrement aussi que d'avoir vu deux mondes, hein, je ne les oppose pas, mais je pense que si ça fait une balance, on idéalise aussi les gros jobs hein, qui ne sont pas du tout évidents, vous l'avez dit. Pareil, des clichés sur le monde artistique, je crois moi je le ressens très dur. Hein, je crois que la compétition, elle est sûrement dans la nature humaine. Alors, est-ce qu'il ne faut pas en tenir compte hein, et non pas idéaliser et proposer peut-être d'autres solutions du style chaque artiste, il doit passer, je ne sais pas, un mois ou deux dans une vraie entreprise. Enfin, on se comprend, hein, il n'y a pas de jugement de valeur. Parce que bien souvent, moi, j'avais des amis artistes. Moi, je venais, comme vous, d'une grande entreprise et j'ai changé ma vie. Mais j'ai l'impression que ça me sert beaucoup. Et mes amis artistes me disaient « Ah, mais toi, tu as la chance, tu as un gros job. » Je leur dis « Il faut arrêter de me dire ça. » Voilà, et donc je pense que les deux mondes apportent aux deux. Donc est-ce que c'est quelque chose voilà, qui pourrait servir ? Et je pense aussi que le milieu artistique doit servir aussi aux grandes entreprises. Donc est-ce que ce ne serait pas une nouvelle ère de mixer tout ça et non plus de les opposer ? Parce que c'est bien eux qui vont aussi au théâtre, qui vont voir les concerts. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir comme ça. J'ai ma petite nièce qui voulait poser une question. Elle ne veut plus ? Ce serait bien parce que j'emmenais ma petite nièce... Parce que c'est d'avoir les yeux d'une enfant sur ce débat. En fait, vous avez du coup la Women Metronome Academy. Mais en fait, j'ai une question. Donc, bien sûr, je me rends bien compte que oui, on est peut-être sous-coté au niveau de... Voilà. Mais est-ce que, par exemple, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui manifeste pour ça, mais par exemple, imaginons là, il y a une alerte et qu'on a un temps de guerre, il n'y a que les hommes qui sont pris. Mais si on fait manifestation comme ça, est-ce que les femmes seront prêtes à aussi à aussi partir en guerre et du coup à pas être discriminées ici en fait aussi, je vois. Est-ce qu'on doit être femme partout alors ? Oui. En fait, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de femmes qui partaient en guerre hein, et qui participaient à la guerre. Peut-être qu'elles n'étaient pas nécessairement au front, mais en réalité, les obus étaient faits par des femmes. Il y avait des gens qui soignaient aussi des personnes qui étaient blessées. Il y a des gens qui organisaient. Il y avait des espionnes, énormément. L'histoire tend à les invisibiliser et à faire comme si elles n'avaient pas existé et à glorifier certains hommes qui étaient peut-être au front, mais finalement, l'organisation de tout ça, ça nécessite une organisation. Si on va à la guerre comme ça et qu'il n'y a pas la bouffe qui est faite derrière, il ne se passe rien, en fait. Enfin, on perd. Et du coup, et la question de la guerre est intéressante en plus parce que alors ça prendrait beaucoup de temps pour en parler, mais je pense pas que aujourd'hui, je pense pas que comment dire, peut-être qu'on favoriserait des hommes pour leur force physique, mais j'ai l'impression qu'on n'est même plus tellement dans ce type de guerre aujourd'hui. Et du coup, ouais, on n'est plus tellement dans ce type de guerre. Enfin, ça dépend des zones, évidemment, du monde. Hein. La preuve, c'est que voilà. Mais même là, pour l'Ukraine, etc., il y a énormément de femmes qui se battent. Et j'ai l'impression que le courage est pas sexué. Ou peut-être que si, mais pas du côté duquel on pense. Donc voilà. Enfin, j'ai l'impression que... et ça dépend ce qu'on met aussi dans le pourquoi on se bat. Je crois qu'il y a beaucoup de ça aussi. Est-ce qu'on se bat pour gagner ? Est-ce qu'on se bat pour le futur de nos enfants ? Est-ce qu'on se bat ? Qu'est-ce qu'on met derrière, en fait ? Je pense que c'est ça qui peut être moteur ou pas moteur du fait
d'aller au front ou pas, et est-ce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pourraient se poser la question de comment l'éviter. Ça, c'est encore un autre sujet, mais ouais, est-ce qu'on est toujours obligé de prendre les armes en fait, de façon physique? Je sais pas si ça répond à ta question. Je sais pas si tu voulais répondre. Pas spécialement, mais peut-être par rapport aux hommes qui font la guerre et qui se battent, ben c'est peut-être parce que ce sont les hommes qui déclarent la guerre. Donc c'est peut-être ça le lien. Et quand il y aura des sociétés vraiment égalitaires, je ne sais pas si c'est souhaitable que autant de femmes que d'hommes se battent, mais le problème c'est l'inégalité des sociétés, et des sociétés qui sont dirigées par les hommes, et qui ce sont eux qui déclarent la guerre. Ouais, et peut-être que, enfin ça c'est mon imaginaire à moi, hein, peut-être que l'histoire et puis le fait de grandir me prouvera le contraire, mais jusqu'à présent j'ai l'impression que beaucoup de guerres, et à plus petite échelle de conflits même interpersonnels, sont souvent évités par la négociation. Et en fait, effectivement, depuis qu'on est petit, on n'apprend pas nécessairement dans la cour de récré que c'est bien aussi de parler, de dire je ne suis pas d'accord, là tu atteins ma limite, etc. Bah non, un réflexe premier animal, et qu'on peut avoir plus ou moins, qu'on soit fille ou garçon, c'est d'aller taper en fait. Mais en vrai, bon, parfois, j'imagine qu'on n'a pas, on a plus ou moins le choix selon les situations. Mais en réalité, si on nous expliquait des petits qu'on pouvait régler plus de problèmes en communiquant qu'en tapant l'autre, bah peut-être que ça se passerait pas comme ça. Eh bien, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir assisté à cette discussion. Et puis, si vous voulez continuer à nous parler, mais en off, une fois qu'on sera descendu de scène, ça c'est tout à fait possible. Merci. Merci.